Donc on va commencer juste par refaire un petit point pour voir si ça avait été bien compris du coup sur l'aspect de la méthode 3-2-1. C'est pour ça que je vous demandais de jeter un œil déjà sur celui-là. Donc, est-ce que quelqu'un du coup là peut me résumer un petit peu la méthode 3-2-1? Ou est-ce qu'il y a des questions dessus? Effectivement, c'est le précédemment qu'il faut. Ah, en réalité, on parle de 3 sauvegardes, c'est 3 copies des données. Donc c'est les originaux plus 2 autres copies. Après, vous pouvez aller aussi à en faire plus, hein. Vous pouvez aller à faire, la donnée originale plus 3 autres sauvegardes. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est au moins 2 sauvegardes du coup, plus les données de base. Et donc du coup, plus on a de sauvegardes possibles, plus on peut rétablir les services selon le plan de continuité d'activité ou le plan de reprise d'activité en fonction de ce qui a été décidé dans l'entreprise. Entre les deux, normalement j'ai mis un petit document dessus, mais je vais faire un petit résumé sur les PRA et le PCE, plan de continuité de PCA, plan de continuité d'activité. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous entendriez un peu de différence entre les deux, plan de reprise et plan de continuité?
Donc en fait, ces deux types-là, ces éléments des contrats qui ont été décidés dans le cadre de l'entreprise sur que faire et qu'est-ce qui doit être assuré en cas de grosse défaillance informatique. C'est-à-dire que si jamais il y avait un problème sur un serveur ou sur les données, par exemple comme on a vu ces derniers temps sur les ransomware, c'est du coup quelles sont les politiques à appliquer dans ces cas-là. Donc du coup, le plan de reprise d'activité, c'est pour déterminer comment, sous quelle forme, sous quel délai et tout, l'activité de l'entreprise va pouvoir repartir. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, l'entreprise est plus ou moins paralysée parce qu'elle n'a pas accès à ces données. Parce que du coup, elles ne sont pas encore restaurées, elles ne sont pas encore réutilisables. Et après, le plan de continuité, lui, c'est la procédure mis en place pour que, même en cas de gros soucis, l'activité puisse continuer et que du coup, les données puissent être automatiquement et très rapidement réutilisées pour ne pas interrompre le service de l'entreprise ou alors vraiment que l'impact serait très très court s'il y a besoin le temps que éventuellement que des générateurs rallument un PC parce qu'il y a une grosse panne de courant ou que le PC du coup il est plus ou moins en veille mais il lui faut un petit peu de temps pour redémarrer les services. Mais dans ce cas-là, ça veut dire quand même dire que l'entreprise continue à fonctionner, on va dire, normalement, le temps que les choses soient réglées. Et que du coup, la panne principale puisse être résolue. C'est ça, du coup, la différence essentielle entre les deux, mais les deux sont quand même liés à la politique de sauvegarde, parce que si on fait un PRA, plan de continuité, mais que du coup, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas d'éléments qui sont mis en place pour le réaliser, et bah du coup, la société se retrouve dans tous les cas bloquée, puisqu'elle se retrouve sans ces données. Et ça, je l'ai vu dans une ancienne boîte où en fait, du coup, le serveur, il n'y a pas vraiment de sauvegarde qui était faite. Et la boîte avait failli perdre quasiment toutes ces données. Donc là, ils ont eu un petit peu de chance. Les disques durs c'est pas un disque dur qui était HS, donc c'était le contrôleur du RAID. Et donc, du coup, une société spécialisée a pu récupérer assez facilement les données les données qui étaient sur les disques. Mais quand même, ça prouve qu'il ne faut pas négliger l'aspect de sauvegarde des fichiers. Et du coup, pour rappel, le RAID, quand on met des disques en RAID en miroir par exemple ou en RAID 5, pour la parité, je le rappelle encore une fois, le RAID n'est pas une sauvegarde. Le RAID est uniquement là pour de la redondance, pour que les données continuent à vivre si jamais un des disques lâche, mais en aucun cas, il faut compter sur du RAID pour faire de la sauvegarde. C'est pas son but. Donc c'est juste de la redondance qui permet de continuer, qui permettent que l'activité continue plutôt que l'activité s'arrête. Du coup, pardon, si vous avez parlé, j'étais à 0 là. Ah non, je passe sur mon haut-parleur, ok.
Désolé si vous avez parlé et que je vous ai pas entendu du coup. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, est-ce que vous comprenez du coup quand même la différence entre les deux, plan de continuité et plan de reprise? Je l'ai pas encore mis. Je le mettrai. Je n'étais pas sûr si je l'avais mis, mais oui, je l'ai pas. Je l'avais pas mis, mais voilà, c'était le petite introduction et à comprendre du coup le principe entre les deux. Mais du coup, c'est lié quand même au domaine de la sauvegarde, parce que si les données du coup sont pas sauvegardées, vous ne pouvez pas les restaurer. Et du coup, l'entreprise est mise en péril en fonction de comment les répartitions de données sont faites. Si toutes les données étaient sur le même serveur et que c'est le serveur lui-même qui a un problème au niveau des disques, par exemple, ou même au niveau du serveur lui-même, hein, parce qu'après, il faut le temps de changer le serveur et tout si le serveur il a une panne matérielle. Ça peut arriver même si c'est des équipements qui sont faits pour la durabilité. On n'est jamais à l'abri d'un petit problème de production ou de malchance. Voilà. Donc, je remettrai un petit truc dessus, on fera un petit point à un moment. Mais voilà, c'est les principes entre les deux. Donc là, déjà, donc c'était pour faire un premier petit rappel sur la 3.2.1. Effectivement, c'est trois jeux de données dans deux endroits, sur deux supports différents. Et il est conseillé du coup d'en avoir un à l'extérieur de l'entreprise. Donc à l'extérieur de l'entreprise, ça peut être soit un prestataire cloud, comme Google, ODrive, Equinix, enfin des gens qui hébergent sur des serveurs vos données. Souvent, c'est des moyens payants. Ça peut être un NAS qui est dans un autre bâtiment ou carrément complètement ailleurs que dans un autre bâtiment du site, complètement. Ça peut être, dire, chez le patron, il peut y avoir un NAS qui sert à sauvegarder les données, par exemple. Comme ça, même s'il y a un problème dans la société, il y a toujours les données qui sont chez lui. Ça peut être à différents moments, ça peut être un serveur de sauvegarde que vous louez en cloud sur lequel vous envoyez vos données automatiquement, qui n'est là juste que pour stocker les données. Donc après, ça c'est si ça dépend en fait de ce que vous voulez, mais il y a plusieurs moyens que ça soit à l'extérieur. Et après, du coup, les supports qu'on peut utiliser, donc, comme je vous disais, il y a le LTO qui est pas mal utilisé du coup en data center, mais qui après il peut être utilisé aussi plus en local, hein, parce qu'on a des assez gros volumes à sauvegarder. Ça peut être des disques durs externes, ça peut être un NAS, ça peut être disque dur externe plus NAS. Donc après, il y a plusieurs possibilités de stocker. Après, ça va en fonction aussi du volume de données qu'il y a à stocker. Parce que si vous avez 40 Tera à stocker, ça ne va forcément pas être forcément les mêmes moyens que si l'entreprise a 3 ou 4 gigas surtout à donner, parce que c'est une petite entreprise, ou alors c'est parce que même si c'est pas forcément une petite entreprise, s'ils n'utilisent pas des fichiers qui sont volumineux, s'ils font que des fichiers type bureautique et tout, du coup ça va pas forcément représenter un stockage très important.
Donc ça sera adapté les choses en fonction de ça. Du coup, si c'est 40 Tera qui est à sauvegarder, là ça va plutôt être un serveur de sauvegarde directement qui va être branché, qui va être relié ailleurs et qui va faire un miroir des données au fur et à mesure. Normalement, il y avait quelques exemples prestataires, donc il y avait des petites vidéos, normalement il devait sur celle que je vous avais montré l'autre jour, et après des exemples qu'on peut faire. Il y a différentes possibilités, après c'est à voir du coup en fonction du, du volume, de la taille de l'entreprise, des possibilités techniques, mais c'est la méthode de sauvegarde qui est normalement conseillée. Ça ne veut pas dire qu'elle soit forcément appliquée en entreprise, c'est pas toujours le cas, ils ne sont pas obligés de s'y tenir, mais ça limite les risques d'utiliser cette méthode-là. Mais en aucun cas, elle n'est obligatoire en entreprise. Mais après, au niveau des assurances ou quoi, ils peuvent potentiellement ils peuvent faire un audit de votre sécurité et préconiser en disant que la sauvegarde n'est pas assez fiable. Et du coup, ils pourraient soit ne pas prendre le contrat ou soit augmenter les cotisations pour pallier. Donc c'est pour ça que c'est pas à négliger cet aspect. Voilà. Donc ça, c'était du coup le petit point là-dessus, sur la théorie de la sauvegarde. Maintenant, on va voir un premier élément, c'est la sauvegarde de fichiers. En fait, on peut sauvegarder plusieurs choses. En général, ce qu'on va sauvegarder en premier, c'est les fichiers. Mais après, ce qu'on va vouloir sauvegarder aussi, des fois, ça va être le système lui-même, pour pouvoir le restaurer rapidement si jamais l'ordi crash, pour une raison ou pour une autre. Enfin, en général, c'est plutôt si le disque dur crash ou qu'il y a un virus qui a cassé des fichiers. C'est plutôt quand c'est un problème software. On va utiliser la sauvegarde de système. Donc c'est ça on va voir aujourd'hui et demain on verra peut-être pour faire une petite mise en application pour la sauvegarde système en fonction de ce que je vous aurais vu montrer aujourd'hui. Mais déjà, là, il y a la sauvegarde des fichiers. On pourra faire un test vous pourrez le faire directement chez vous. Ça, il y a un petit exercice qu'on fera tout à l'heure. Donc là, le logiciel qu'on utilisera, ça va être Cobian Backup. Est-ce que par contre c'est toujours le 11? J'ai pas regardé ces derniers jours. Oui, oui, c'est toujours la version 11, la dernière. Donc c'est ça qui sera utilisé. C'est ça. Donc, le Cobian Backup, du coup, j'ai déjà mis le tuto. Mais il y a des éléments à voir. Donc celui-là, il est aussi dans le répertoire sauvegarde.
du coup, la sauvegarde de fichier, il va y avoir trois types de sauvegarde qui vont être faisables. Là, vous les avez sous les yeux, mais je vais le préciser quand même. Donc, il y a la sauvegarde complète. Ça, c'est la première sauvegarde qui est faite et qui est après refaite tous les X temps en fonction de ce que vous allez décider comme planning. D'ailleurs que vous pouvez décider par exemple de faire une sauvegarde complète tous les dimanches soirs. Comme ça, quand vous commencez la semaine, vous repartez sur les deux autres types de sauvegarde. Mais du coup, la sauvegarde complète vraiment contient tous les fichiers qui ont été demandés d'être sauvegardés. Donc ça, c'est la base. De toute façon, dès que vous utiliserez le Cobian Backup, peu importe la sauvegarde que vous avez choisie, entre les choses qu'on va faire, la différentielle et l'incrémentielle, dans les deux cas, ça commencera, la première sauvegarde sera une sauvegarde complète. Parce que ça, en fait, la sauvegarde complète va être le point de référence si on est obligé de récupérer des fichiers, de restaurer la sauvegarde. Parce que on peut être obligé parce que il y a un ransomware qui est passé, qui a bloqué des fichiers qu'on a besoin. Donc du coup, on restaure la sauvegarde pour récupérer les fichiers qui avaient été corrompus. Ou du moins, on récupère les fichiers à une journée près en fonction de quel moment a eu lieu l'attaque et du planning qu'on a mis en place de la sauvegarde. Donc ça, sauvegarde complète, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, sauvegarde différentielle. Ça, c'est le premier type de sauvegarde. Et donc, en fait, on a par exemple un. Je vais pouvoir ça fait très beau. Je vais couper l'écran 2 petites minutes. Voilà. Donc par exemple là, ici ça va représenter ma sauvegarde complète. Et on est dimanche. Le dimanche, la sauvegarde complète est réalisée. Donc on va dire qu'il y a 40 gigas. Ensuite, là, il y a le lundi. Le lundi, on a modifié 5 gigas. Ensuite, on a le mardi. Donc là, on a les 5 gigas. Et le mardi, on a aussi et le mardi, on a modifié 2 gigas. Après, du coup, on a le mercredi. Et le mercredi, on a à nouveau 5 gigas.
et en fait ainsi de suite jusqu'au jusqu'au dimanche où une nouvelle sera faite. Jusqu'au vendredi. Voilà, on va dire 8 gigas. Okay. Et le vendredi, on va dire que on a 2 gigas. Et le samedi, on n'a pas de modification, donc c'est la même chose que le vendredi. Et le dimanche, du coup, il y a à nouveau la sauvegarde complète qui va se faire, qui va peut-être faire un tout petit peu plus que 40 gigas. Mais qu'est-ce que vous pourriez me dire du coup, ou écrire du moins, en voyant ce schéma? Effectivement, il y a des sauvegardes partielles tous les jours, mais ça, on va voir que c'est le cas aussi avec l'autre. Je reposerai la question quand j'aurai fait le schéma de la deuxième. Hein. Donc ça, c'était le différentiel. Je vais récupérer ça. Copier. Ok, marché. Bien. Donc là, on va passer du coup à un petit schéma sur la sauvegarde incrémentielle. Donc, je vais mettre tous les carrés, je vais mettre les trucs après. Dimanche.
dit on dit. Et ici, donc on va repartir sur notre base de 40 Go. Voilà, 2 Go. On a 6. 4 et 2. Ok, et donc ça c'est la sauvegarde incrémentielle. Donc du coup, effectivement celle du dimanche est toujours supérieure parce qu'il s'agit d'une sauvegarde complète. Il reprend du coup, qui remet à zéro le jour. Donc effectivement, dans les deux cas, la sauvegarde du dimanche, effectivement, est complète, donc c'est pour ça qu'elle est plus élevée. Ça, c'est vrai. Donc là, c'est la première. Et là, c'est la deuxième. Donc on voit que là, il y a aussi des sauvegardes tous les jours, qui ne sont pas là, qui ne sont pas complètes, mais il y a des éléments partiels tous les jours, effectivement, entre les deux. Mais là, est-ce que vous voyez la différence principale entre les deux? Donc en fait, la différentielle, elle, en fait, elle va accumuler les données chaque jour de la semaine. C'est-à-dire qu'elle va garder la sauvegarde qu'elle avait fait le lundi, elle va le garder le mardi, et elle va rajouter en plus les 2 gigas qui avaient été modifiés dans la journée. Et ainsi de suite. Le mercredi, elle va rajouter encore 5 gigas, le jeudi 8 gigas, et le vendredi 2 gigas. Donc en fait, elle va accumuler les données. Donc ça fait que, en termes de stockage, elle va demander beaucoup plus de stockage que la sauvegarde incrémentielle. Puisque du coup, elle va mémoriser toutes les modifications chaque jour de tous les jours précédents. Donc du coup, de ce fait, elle, elle occupe beaucoup plus de place. Et donc, plus du coup vous avez de données à sauvegarder, et plus ça va vous prendre de place par rapport à la sauvegarde différentielle. À l'opposé, comme on peut voir, ici, la sauvegarde incrémentielle chaque jour ne va garder ce qui était modifié. Il ne va pas accumuler toutes les données au fur et à mesure. Donc ça fait que si on additionne tout, on est beaucoup plus bas en stockage que la différentielle. Donc, comme ça, on pourrait se dire, comme ça, qu'est-ce que vous me diriez qui serait la meilleure des sauvegardes? Là, comme ça.
entre les deux. Effectivement, l'incrémentiel, si on a beaucoup de données qui sont modifiées chaque jour et qu'on n'a pas trop de place, qu'on n'a pas moyen, effectivement, on va pas avoir trop le choix. L'incrémentiel, ça va être la mieux, parce qu'elle va être déjà aussi un peu plus rapide à faire. Mais après, ça va dépendre aussi si vous avez besoin régulièrement d'avoir besoin de restaurer la sauvegarde régulièrement, parce qu'il y a des fichiers qui disparaissent, des choses comme ça. C'est là qu'après, il faut baser votre choix, hein, parce que la sauvegarde incrémentielle va être plus longue à restaurer. Parce que, admettons que le problème était le vendredi, et qu'il y a un fichier qu'il faut récupérer, il va falloir restaurer d'abord une sauvegarde complète, en fonction de ce qu'il y a besoin de chercher et de comment elle est faite. Restaurer la sauvegarde complète et après restaurer les différents jours les uns après les autres pour être sûr de pas manquer une modification qui avait été faite, ou de pas manquer le fichier qu'on recherchait, ou les éléments qu'on recherchait. Donc ça fait que en termes de récupération, la sauvegarde incrémentielle est plus longue. Alors que du coup, la sauvegarde différentielle, du coup, on va avoir besoin juste de récupérer la sauvegarde complète. Et par exemple, on récupère la sauvegarde du jeudi. Et donc, comme celle du jeudi contient toutes les modifications qui ont été faites le lundi, mardi, mercredi, jeudi, du coup, la récupération des données, si nécessaire, est plus rapide. Donc, en fait, aucune n'est parfaite. Après, ça va dépendre un peu des cas de l'entreprise ou quoi. Si régulièrement il y a besoin de restaurer des sauvegardes, peut-être que c'est mieux de partir dans ce cas-là sur de la sauvegarde différentielle, plutôt que de faire de l'incrémentiel. Mais ça va dépendre encore une fois du volume de données à stocker et des capacités après de l'entreprise pour avoir du stockage supplémentaire pour pouvoir conserver les sauvegardes. Voilà. Du coup, c'est ça les différences entre les différents types de sauvegarde au niveau des sauvegardes de fichiers. Est-ce que comme ça semble clair? De toute façon, là, celle-là, je l'ai sauvegardée. Je vais sauvegarder l'autre aussi. Et ça, du coup, je vais les mettre dans dans le drive. Je vais mettre tout de suite. Ça, c'est fait. Plutôt, sauvegarde. Porter fichier. Comme ça, les deux petits tableaux, ils sont dedans. Du coup, si c'est compris, du coup, on va utiliser
Je vais vous laisser aller chercher le Copy en Backup pour qu'on puisse faire on puisse faire un petit exercice sur la manipulation, voir comment il fonctionne et petit test du coup de sauvegarde incrémentielle différentielle. Donc là, je vous laisse aller le chercher, l'installer déjà. Après, on fera un petit point dessus, sachant qu'il y a déjà le tuto dans le drive dessus. Est-ce que je l'ai toujours installé? Je l'ai toujours. Ah, juste un moment, si vous l'installez, il va vous parler de Shadow Copy qui a échoué. Donc, à la limite, vous pouvez décocher directement dans l'installation le Shadow Copy. Parce que là, du coup, comme on a des fichiers ouverts, ça bug, mais il faut quand même savoir ce que c'est. Le Shadow Copy, en fait, permet de faire une sauvegarde de fichiers qui sont également ouverts. Parce que normalement, les fichiers ouverts sont pas forts, des fois peuvent être verrouillés et on pourrait ne pas pouvoir faire la sauvegarde s'ils sont ouverts. Et donc, le Shadow Copy, lui, permet, s'il est correctement configuré, de pouvoir les sauvegarder aussi ces fichiers. Mais normalement, dans l'idéal, il faut que les fichiers soient fermés quand même avant la sauvegarde. Donc c'est pour ça que vous n'étonnez pas si vous voyez il y a Shadow Copy qui vous pose un problème. Oui, c'est ça. Copy en Backup 11. Après, c'est pas le seul logiciel à faire ça. Oui, c'est celui que j'ai un peu plus l'habitude. Il est assez simple à utiliser, mais c'est pas le seul à faire ça.
Oui, Ilias Cobian 11 Gravity. C'est son nom de code. Le réflecteur, il fonctionne un peu différemment, c'est pas exactement la même chose. Je vous laisse l'installer, éventuellement jeter un œil au dock. Et après, à 45, après la pause, on attaque l'explication et l'exercice.
Bonjour, dans cette vidéo, on va refaire la même chose. Alors les caractéristiques un peu de Cobian Reflector, si on le compare avec d'autres logiciels de sauvegarde, il est beaucoup plus lent. Par contre, il n'a pas de format propriétaire, il fait en fait des copies de fichiers ou de répertoires dans où on décoche la case ici, on vient de faire une sauvegarde, il y a des sauvegardes, le journal, les propriétés, les caractères, la partie de native, eh bien, elle nous tourne. Hein. Si vous regardez, si je rajoute, ben, je sauvegarde par rapport ou enfin peu importe, hein. Je peux la modifier, clic droit. Bon, c'est vraiment spécifique. Hein. Ça vous. Alors, il y avait un certain nombre d'outils qu'on va voir très rapidement. Également, on avait le client distant. Alors le client distant, hein, dans l'article, je détaille un petit peu la façon de l'utiliser. Bon, c'est vraiment spécifique. Hein. Ça vous permet donc de créer des connexions hein, avec des ordinateurs distants par FTP, par voilà. Au moment de la restauration, si vous compressez des fichiers au format zip, décompresser, exécuter toutes les tâches 1 à 2. Et le répertoire a spécifié celui-là. Et je vais faire une première sauvegarde. La première sauvegarde, en principe, eh bien, voilà, les fichiers sauvegarde 3 qui vient d'être modifié. Donc, je laisse les données complètes repzip comme nom. Fichiers sont zippés. Le logiciel, heureusement, tous les fichiers. Donc, maintenant, je veux en restaurer. Je vais dans le répertoire où j'ai fait mes sauvegardes. Et je veux restaurer qu'un seul fichier. Je clique sur ce fichier à restaurer et je fais extraire. Je choisis mon lieu de restauration. Alors, je ne suis pas obligé de restaurer dans ce fichier restauré. J'ai effacé le répertoire là tout à l'heure. Je vais dans sauvegarde des textes, test. Je sélectionne ce répertoire et je rentre le mot de passe. Il ne me met pas d'erreur. Si je retourne maintenant dans D, vous voyez que mon fichier B1 a été restauré dans un répertoire qu'il a créé où je retrouve donc ce fichier restauré. J'ai effacé le répertoire là tout à l'heure. Si je veux restaurer maintenant les fichiers, ben je vais dans ma sauvegarde complète. Allô, Oui, monsieur? oui. En fait, comme je suis venu en retard, il faut faire Ah oui. quoi là pour... Donc là, j'ai montré la différence entre les sauvegardes différentielles et incrémentielles. Et Oui, donc, en fait, tu as un document qui s'appelle Cobian Backup dans le Drive. Et du coup, en fait, il faut installer Cobian Backup 11. ok, Et à 45, on fera l'exercice. Je le présenterai et on fera l'exercice. Un exercice derrière. Et on avait reparlé de la sauvegarde 3.2.1. ok.
Fontaine, sans problème. Mais la putain de base de données, pourquoi elle saute à chaque fois? Pourquoi elle est pas trouvable? Merde!
Merde, 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 merde. Oh. Bon, reprenons, parce que là, ça commence à m'agonfler. Pas mangé, j'ai mal dormi. J'avais pas coupé l'enregistrement. Ok. Ok. Donc c'est bon, c'est installé et tout. De toute façon, j'ai déjà mis les docs. Donc voilà, quand vous arrivez ici, vous avez un peu le journal de l'application. C'est là que vous verrez s'il y a des erreurs. J'ai bien mis le micro. Oui, j'ai remis le micro, mais j'ai pas remis l'écran. Voilà. Ici, c'est là que vous allez trouver donc le journal pour voir s'il y a des soucis
ou pas, ou si la sauvegarde s'est bien terminée. Ici, liste, c'est ça qui vous intéressait à la base. On ne veut pas trop nous intéresser celui-là. Ça, c'est plutôt les tâches qui vont nous intéresser en premier. Ça, c'est l'historique. Et ça, c'est pour voir les journaux. Et ça, c'est pour faire différents outils qu'on peut faire avec les sauvegardes. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est du coup de créer une nouvelle tâche. Est-ce que ça va avoir agrandi celui-là ou pas aussi? Voilà. Donc là, je vais l'appeler test. Donc ça appartient pas à un groupe. On inclut les sous-répertoires. En général, c'est mieux. Là, du coup, on peut désactiver le shadow copy, parce que normalement, après, dans le test, de toute façon, c'est pas des documents déjà ouverts qu'on va vous demander de sauvegarder. Donc, on peut l'enlever. Ici, on détermine si on veut qu'elle soit incrémentielle ou différentielle. Ensuite, on passe à fichier. Donc, source, c'est ce qu'on veut sauvegarder. Donc, soit des fichiers spécifiques, soit des répertoires, soit même un élément, un répertoire FTP qui se trouve sur un serveur FTP. Je vais prendre quoi? Je vais pas prendre VM, ça va être un peu gros. Bon, je vais prendre, peu importe, je vais prendre ça. Donc on peut mettre plusieurs répertoires qui sont à des endroits différents. Ça pose pas de problème. On peut même mixer des fichiers et des répertoires. Si je fais ça par exemple. Ensuite ici, c'est où on veut envoyer la sauvegarde. Donc là dans un répertoire ou sur un FTP. Donc là avec manuel j'aurais pu mettre aussi un dossier réseau. Donc là je vais faire un répertoire Cobian par exemple. Vous pouvez mettre save, enfin vous faites ce que vous voulez. Bon, là effectivement j'ai qu'un disque, donc je le mets sur le même disque, mais dans l'idéal c'est de le mettre sur un autre disque que le disque que vous faites, d'où vous faites la sauvegarde. Voilà. Donc au niveau des fichiers c'est juste ça, il n'y a rien de méchant. Ici c'est là qu'on précise tous les combien de temps on va faire la sauvegarde, soit juste une fois, soit tous les jours à une heure précise qu'on peut ajuster là. Hebdomadaire, donc on choisit les jours où on veut faire. Après, ça peut être mensuel, annuel, ça peut être un cycle de temps de minutes. Si c'est des fichiers qui bougent régulièrement et qui sont critiques, ça peut être intéressant de faire ça manuellement. Donc ça, c'est nous qui lançons manuellement la sauvegarde ou au démarrage de l'ordinateur. Il s'exécute dans R. Donc là, par exemple, je vais faire quotidien à 11 heures. Par exemple, et donc là, à 11 heures, il va faire
il va sauvegarder les éléments que j'ai fait. Ce que j'ai pas tout mis. Je reviens dans ma tâche. Je pas fini. Donc ça, c'est la planification. Dynamique, c'est si on veut priorité par rapport à l'utilisation de l'ordinateur pour les ressources. Ici, ce qui est intéressant, qui peut être intéressant, c'est le nombre de copies complètes à conserver. Donc on peut dire qu'on va garder les deux dernières complètes. On peut le faire la même chose aussi avec les différentiels. Si on avait choisi différentiel. Et là, on peut dire toutes les combien de sauvegardes. Une sauvegarde complète sera faite. Donc là, par exemple, on va dire toutes les 7 sauvegardes. Ça sera à nouveau une sauvegarde complète. Ou on peut, comme c'est marqué là, déterminer que la sauvegarde complète sera faite le dimanche. Comme ça, on est sûr que tous les dimanches, c'est du complet. Archive, donc ça, on peut déterminer si on veut compresser ou pas l'archive. C'est pas forcément nécessaire. Après, si vous avez des gros volumes, potentiellement, faut faire un test de voir combien de pourcents de place vous gagnez si vous faites la sauvegarde. Donc là, on va pas le faire, mais ça fait dans les parties des options. Donc, exclusion, on peut retirer des fichiers. Par exemple, si dans le fichier que vous avez choisi, il y a des fichiers qui s'appellent TMP, par exemple, qui sont des fichiers temporaires, bah, du coup, si c'est des fichiers temporaires, il n'y a pas d'intérêt à les sauvegarder. Donc dans ce cas-là, on peut dire qu'on va ajouter, on va mettre un masque pour dire qu'on va juste prendre les fichiers JPG. Et ici, on peut exclure avec un masque, par exemple, les fichiers TMP. Donc tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire source, qui se terminent en extension .tmp, et bah du coup, ces fichiers-là ne seront pas sauvegardés. Donc en fonction de l'état du dossier et de ce qui est dedans, des fois ça peut être intéressant de faire un filtre comme ça. Donc là ici on peut faire des événements, des choses qui vont se passer avant que la sauvegarde commence. Donc on peut lancer une ligne de commande, on peut forcer un programme à se fermer. On peut arrêter ou démarrer un service de Windows par exemple, ou autre s'il y avait besoin. Bon, donc là c'est un petit peu plus spécifique, mais il faut quand même savoir qu'on peut faire des choses avant la sauvegarde, justement pour forcer les fichiers à être fermés. Et après avoir justement fait la sauvegarde, on peut relancer une ligne de commande pour relancer un programme par exemple, ou relancer quelque chose. On peut démarrer une nouvelle tâche, on peut arrêter l'ordinateur, le redémarrer, le mettre en veille. Parce que des fois, ça peut être des sauvegardes qui peuvent être longues. Donc, comme ça, après, si vous n'avez pas envie que votre ordinateur reste allumé une fois que vous avez fini la sauvegarde, donc vous lancez votre sauvegarde et puis après, quand il a fini, c'est éteint. Après, ça dépend un peu de la taille de la sauvegarde, combien de temps ça va mettre et s'il y a besoin ou pas que le PC soit éteint.
Donc là, on peut dire qu'il supprime les dossiers qui sont vides. Bon, pas forcément intéressant. Ici, ça c'est bien de le garder parce que comme ça, on sait tout de suite si quand on ira dans le dossier, si c'est une complète, si c'est une incrémentielle, une différentielle qui a été faite. Et là, par exemple, si l'endroit où on veut stocker, il y a besoin d'un droit spécifique, on peut forcer la main. Par exemple, en précisant le domaine, si le dossier appartient à un domaine, là où on met et que l'utilisateur de base n'a pas les droits, on peut l'exécuter en tant qu'un autre utilisateur. Donc là, je vais pas le faire, mais voilà, c'est en fonction de où on veut mettre les choses, on peut avoir besoin que l'utilisateur, temporairement aux yeux de la sauvegarde, s'associe quelqu'un d'autre. Et après, on fait OK pour lancer la tâche. Pendant ce temps-là, on a bien vu qu'il était parti. Donc on voit qu'il a sauvegardé le fichier Docker Ubuntu doc. Et il l'a bien mis dans Cobian Docker. Et donc si on va voir dans le document, dans le répertoire qu'on a demandé, on a bien Cobian et là c'est marqué complète parce que c'est pour dire qu'il a effectué déjà une complète avant. Là il est vide, mais par exemple, on va refaire un essai, je vais aller dans Document, voyons Shark. Ok, maintenant il fait ça aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai créé deux petits fichiers. Bon, là normalement il faudrait que je attende demain pour que ça le fasse, mais on peut forcer les tâches aussi. Donc là, si maintenant je retourne dans Cobian, on voit bien qu'il y a l'incrémentiel. Et on voit bien du coup les deux fichiers qui ont été modifiés. Il n'a pas remis le fichier Docker, le fichier Word, il ne l'a pas remis à l'intérieur, puisque comme c'est de l'incrémentiel, il a modifié que ce qui avait été modifié. J'aurais modifié le fichier Word, là il me l'aurait mis du coup, puisqu'il y avait une modification. Donc voilà le principe. Bon, après j'ai regardé vite fait en fait le réflector, il fait les mêmes choses, il fait quelques éléments dans les sources où on peut envoyer un peu en plus. Donc c'est une version finalement améliorée, mais sur le coup quand j'avais essayé, il marchait pas exactement. Donc c'est pour ça que je montre déjà sur celui-là. De toute façon après le principe, si vous avez compris le principe des sauvegardes différentielles, incrémentielles et complètes, après ça dépendra du programme un petit peu les réglages, mais dans l'ensemble les choses seront les mêmes. Que ce soit le réflector ou d'autres programmes de sauvegarde que vous pourriez avoir.
Des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, du coup, j'ai mis un exercice dans exercice et sauvegarde. Donc, je vous laisse regarder ça jusqu'à midi, faire quelques petits tests avec, du coup. Et après manger, on verra pour passer à la sauvegarde système. De toute façon, je suis pas loin au besoin.